Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission spécialement consacrée à l'addiction aux écrans chez les plus jeunes. Un nouveau phénomène de société qui fait des ravages et la Nouvelle-Calédonie n'y échappe pas. Justement, quelle est la situation au pays et pourquoi ces jeunes deviennent dépendants? À quel moment parle-t-on d'addiction? Comment réagir en tant que parents? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions pendant cette émission avec notre spécialiste Emmanuel Rivet. Emmanuel Rivet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes psychologue à Déclic, qui est un programme de prévention et de soins en addictologie de l'Agence sanitaire et sociale. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. On a tout bon. Alors, avant de poursuivre cet entretien, parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser sur ce sujet, je vous propose de regarder ce reportage. Il s'agit de Lorenska. Elle a 14 ans et nous l'avions filmée il y a 2 mois. Et à ce moment-là, ça faisait également 2 mois que vous la suiviez pour son addiction aux écrans. Elle a bien voulu témoigner, ainsi que ses parents. Lorenska a 14 ans. Elle est suivie pour son addiction aux écrans depuis 2 mois à Déclic. Son premier jeu vidéo, c'était il y a 6 ans, alors qu'elle était âgée de 8 ans à peine. J'ai commencé à prendre l'ordinateur de mon père, en fait, où il travaillait dessus et tout, et je l'ai emprunté pour jouer à Minecraft. C'était pas un super ordinateur, du coup ça buguait, mais pour moi c'était déjà ouf. Et j'ai commencé comme ça, je me diversifiais. Je jouais avec mes amis et ça me plaisait. C'était aussi parce qu'au primaire, on en parlait beaucoup. Et j'étais toujours là en mode ouais, c'est nul et tout. Et en fait, j'avais juste envie de tester et je pouvais pas. Puis quand j'ai essayé, ça m'a plu et j'ai pas arrêté après. Pendant une année, Lorenska ne ressentait pas l'envie de jouer en permanence. Mais l'année suivante, à l'âge de 10 ans, le jeu vidéo devient indispensable pour la jeune fille. J'étais tout le temps chez moi et j'allais 2 jours en cours dans la semaine, alors que j'étais en CM2, 6e. Et tu restais chez toi pour jouer? Oui. Je commençais le matin de bonne heure et j'allais jusqu'à 4h, 5h, 6h du matin le lendemain. Je dormais 3 heures, puis je recommençais. Je mangeais 2 fois en 2 jours, je pense. Je me baignais en général. Et puis ma chambre, en parlant pas. Je pensais pas à tout ce qu'il y avait autour de moi. Je pensais juste à jouer. Et bon, c'est vrai que sur le coup, on ne réalise pas tout de suite parce qu'on est tellement pris dans notre vie de travail, de tous les jours, qu'on ne percute pas qu'il y a un problème. Et c'est à force de répétition on commence à se poser des questions. Et on s'aperçoit que Lorenska est très, très renfermée. Elle trouve toujours des prétextes, ou elle est toujours malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, je suis quelqu'un de très timide, qui reste dans mon coin, qui ne parle pas trop et qui ne cherche pas vraiment à se faire d'amis. Du coup, je pense qu'en ligne, j'ai plus de sociabilité qu'en vrai. Pendant 3 ans, Lorenska tient ce rythme et la relation avec ses parents empire. Inquiets, mais impuissants, ils ne savent pas trop de quoi souffre leur fille. Jusqu'à l'intervention de l'infirmière de l'internat qui, pour la première fois, leur parle d'addiction aux écrans. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir une dépendance à un ordinateur. Je ne savais même pas que le mot addiction existait déjà. Moi, j'étais complètement perdue, mais tout ce que je savais, c'est qu'il y avait un souci avec Lorenska et mon devoir en tant que maman, c'était de l'aider. Au départ, je n'étais pas trop contente parce que je ne me considérais pas comme accro encore et je ne voulais pas ouvrir les yeux. Donc j'y suis allée à contre-cœur et au final, le psy d'addiction m'a fait ouvrir les yeux, a utilisé des mots qui m'ont permis de me rendre compte que ça devenait dangereux pour moi. C'était trop, c'était abusé, c'était excessif. Et je voulais pas trop y croire et au final, je me suis rendu compte moi-même en prenant du recul. Depuis,
Des règles ont été mises en place. Lorenska est autorisée à jouer 2 heures par jour, uniquement le week-end. Malgré la difficulté, l'adolescente est volontaire pour guérir de cette addiction. Je prends sur moi. À des moments, j'ai envie de jouer, du coup, il me laisse 1 heure en plus des 2 heures. Mais c'est vraiment dur, ça fait mal, je suis stressée, je suis angoissée quand je joue pas. Et j'essaie de supporter en faisant d'autres choses, en lisant, en allant me balader à la mer. J'essaie de toujours avoir l'esprit occupé et de ne pas pouvoir penser au fait de jouer. C'est une vie plus équilibrée pour tout le monde. Parce que c'est vrai que quand un enfant est malade ou un parent, sans le vouloir, on contamine les autres. Et là, on a décidé de tous guérir en même temps et c'est pas plus mal. Voilà, on a tous notre part de responsabilité et on assume. C'est vrai que c'est plus agréable. Lorenska a 4 Alors, je tiens à remercier Lorenska et ses parents qui ont bien voulu témoigner de leur situation à visage découvert, car j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de refus avant de les trouver. Emmanuel Rivet, est-ce que c'est un sujet tabou ? C'est un sujet qui est de moins en moins tabou parce qu'il y a de plus en plus de familles qui se posent la question effectivement d'un problème dans la façon de leur gamin de jouer, dans le temps qui passe à s'exposer effectivement à ces écrans, puisque c'est pas que le jeu derrière tout ça. De plus en plus de familles se posent la question de effectivement est-ce que mon enfant aujourd'hui il a un problème, est-ce que sa façon de jouer est trop importante et puis qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ça, quoi. Alors, Lorenska fait partie de vos patientes. On les appelle les patients, c'est Oui, bien ça ? c'est ça, ouais. Combien d'autres jeunes sont également suivis pour cette addiction en Nouvelle-Calédonie ? En fait, de plus en plus. C'est-à-dire que les années précédentes, à Déclic, on recevait très très peu de jeunes sur ces problématiques de cyberaddiction, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Depuis l'année dernière, on commence à recevoir de plus en plus de jeunes. Cette année, je pense qu'on a reçu entre 30 et 50 jeunes qui sont concernés par ces problématiques de jeux vidéo, notamment. Et la tranche d'âge, c'est quoi ? Alors c'est essentiellement des préadolescents. Ça ne veut pas dire que ce soit des problématiques qui ne concernent pas les plus grands, mais effectivement c'est souvent repéré chez des jeunes de 12, 13, 14 ans. On a aussi des patients qui sont un petit peu plus âgés que ça, qui viennent aussi avec des comportements de jeu qui sont devenus vraiment excessifs également, quoi. L'augmentation de patients, comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est parce que on pose un mot sur l'addiction ou est-ce que finalement c'est parce qu'on a beaucoup plus de jeunes addicts ? Je pense que c'est un phénomène qui est un peu double, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont concernés par une exposition aux écrans qui est de plus en plus importante, une exposition au jeu qui est de plus en plus importante, parce que le jeu dans notre société contemporaine, il prend de plus en plus de place depuis quelques années. Donc on a de plus en plus de jeunes qui sont dans ces conduites-là, qui peuvent être des conduites problématiques. Et puis d'un autre côté, on a aussi de plus en plus d'adultes, de parents qui se questionnent, qui sont informés aussi sur le fait que ça peut devenir un comportement problématique et puis qui sont en capacité de se rendre compte que le temps que leur enfant passe sur le jeu, ça a des conséquences sur sa vie au quotidien et qui du coup repèrent mieux ces problématiques de conduite addictive au jeu, quoi, de cyberaddiction. Vous vous souvenez, vous, de votre premier cas de jeune addict aux écrans ? Mon premier cas, ouais, c'était il y a quelques années, effectivement. C'était un jeune garçon. C'est souvent des jeunes garçons. C'est une problématique qui concerne tout le monde, hein, les plus jeunes et les moins jeunes, mais c'est une problématique qu'on retrouve assez régulièrement, qu'on peut retrouver assez souvent chez des jeunes garçons. Donc c'était un jeune garçon qui venait il y a quelques années, amené par ses parents, parce que c'est souvent au niveau de la famille qu'on repère ces problématiques de jeu. Là, en ce qui concernait Lorenska, effectivement, c'est l'infirmière scolaire de l'établissement qu'elle fréquente qui a mis le doigt là-dessus. Mais c'est souvent les familles qui sont les premières exposées à ça et qui sont les plus en capacité de repérer quand est-ce que ça devient problématique. Je vous posais cette question, c'était pour savoir si en tant que psychologue, vous êtes préparé à venir en aide pour lutter en fait, contre cette nouvelle forme d'addiction. Alors c'est intéressant parce que
En fait, cette problématique-là, c'est une problématique de conduite addictive. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans ces addictions aux écrans, dans ces addictions aux jeux vidéo, les mêmes caractéristiques que dans les addictions à un autre produit, à une drogue. Donc l'addiction au tabac, l'addiction au cannabis, l'addiction à l'alcool. D'ailleurs, depuis l'an dernier, l'OMS a décidé de classer l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie, une véritable maladie à part entière, qui serait classée au même titre qu'une addiction à l'alcool ou une addiction à la cocaïne, et qui se caractérise de la même façon que ces addictions-là, c'est-à-dire un temps important passé consacré à cette activité-là, au détriment d'autres activités, donc les activités du quotidien, d'autres centres d'intérêt, et qui est poursuivi, c'est-à-dire il y a une poursuite de ce temps passé sur le jeu, en dépit de dommages qui sont constatés par la personne elle-même qui joue ou par son environnement. C'est-à-dire des jeunes qui vont petit à petit, comme Lorenska le dit très bien, se désinvestir des soins du quotidien, se désinvestir d'autres activités, se désinvestir de l'école, et qui, malgré qu'ils ont la perception, la connaissance de ça, ils n'arrivent pas à reprendre le contrôle du temps qui passe sur le jeu, et c'est en ça que c'est une véritable conduite addictive. Donc pour répondre à votre question, non, on n'est pas en tant que psychologue formé aux jeux vidéo en particulier, mais moi je suis formé en addictologie sur la prise en charge des conduites addictives, et le jeu vidéo, comme les autres conduites addictives, finalement il va respecter les mêmes processus et engendrer les mêmes problématiques. Est-ce qu'il y a un profil type de ces jeunes en fait, qui tombent dans cette dépendance ? Alors j'ai envie de vous dire non, parce que si je vous dis qu'il y a un profil type, au final, il y a certains jeunes qui vont ne pas se sentir concernés ou avoir l'impression qu'ils sont protégés par défaut de pouvoir être accros aux jeux vidéo. Mais ce qu'on remarque effectivement, c'est qu'on a des jeunes qui sont souvent très jeunes, souvent des préadolescents, entre 12 et 15 ans. C'est une problématique, le jeu notamment, qui concerne particulièrement les garçons. Pourquoi les garçons ? C'est parce que... Pourquoi les garçons ? Je ne sais pas, peut-être parce que le jeu vidéo des très jeunes a une place importante dans la vie d'un garçon, parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo aussi qui sont des jeux de guerre, des jeux de combat, des jeux de stratégie, des jeux d'espionnage, des choses qui font peut-être appel à l'imaginaire plus intéressé par ces choses-là chez le garçon que chez la fille. Je ne sais pas, en tout cas, effectivement, c'est souvent des jeunes garçons. Et pourquoi ces jeunes ils finissent par ne plus pouvoir se passer de ces jeux, des écrans ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Alors en fait, il y a plusieurs raisons de tomber accro aux jeux vidéo. Les premières raisons, c'est d'abord que tout est fait dans ces jeux vidéo pour avoir des propriétés qui vont rendre les gens accros. Clairement, c'est des univers qui sont agréables, qui sont lumineux, plein de couleurs, ça va très très vite. C'est un espace qui est très stimulant. Et puis c'est des univers qui font appel aussi à des qualités et des compétences particulières. Donc on va avoir besoin de vitesse, de dextérité, de capacité de réflexion. Donc c'est des jeux qui sont très stimulants et qui vont justement assez facilement accaparer l'attention des plus jeunes. Et puis c'est quelque chose qui est facilement accessible aussi. À la maison, on a de plus en plus d'écrans, des téléphones, des tablettes, pour beaucoup des consoles. On sait aujourd'hui qu'avoir accès à un jeu vidéo, c'est extrêmement facile. Il n'y a pas besoin d'une console. À partir du moment où on a une connexion Internet, où qu'on soit, on a de toute façon accès à des jeux vidéo, puisque ces jeux vidéo, ils sont accessibles en ligne. Mais Lorenska le dit aussi, c'est quelqu'un de timide, et quand elle se met à jouer, elle a de compte à rendre à personne en fait. Elle a un avatar et... Alors, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a plusieurs raisons d'être accro aux jeux vidéo. D'abord, il y a ce qui relève du jeu vidéo lui-même en soi, et il y a aussi ce qui relève des personnes qui vont être plus facilement enclins à devenir accro à ces jeux-là. On se rend compte effectivement que pour certains jeunes, le jeu vidéo est un refuge pour éviter certaines difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien. Alors ça peut être une situation à la maison qui est difficile, un vécu difficile aussi de sa propre personne. Lorenska, elle le dit, c'est une jeune fille timide qui n'est pas forcément à l'aise pour se faire des amis. Le jeu vidéo, ça devient pour elle un espace où au contraire elle va se sentir bien, elle va se sentir en réussite, elle va se faire plus facilement des amis d'ailleurs, puisque les jeux vidéo aussi, aujourd'hui c'est beaucoup de jeux vidéo en ligne, en réseau,
dans lequel l'individu a une place par rapport aux autres. Il y a beaucoup de jeux, notamment un jeu très connu en ce moment, qui sont des jeux de coopération. Ça veut dire qu'on joue en réseau avec plusieurs autres jeunes et au final, on va trouver dans ces jeux-là une valorisation parce qu'on va se sentir important, parce qu'on va être bon, parce qu'on va être plus performant, des fois plus performant qu'à l'école. Et une valorisation qui fait qu'on a plus facilement envie de se retrouver dans cet espace cyber, artificiel, que dans la réalité où on se sent au contraire pas à l'aise, moins bon, moins important, moins en réussite. Le jeu vidéo a quelque chose de très juste, c'est-à-dire que quand on joue aux jeux vidéo, on est performant en fonction du temps qu'on y passe. Clairement, plus on va passer de temps à jouer, plus on va avoir des résultats qui permettent d'être bon et d'avoir une estime de soi très positive. Contrairement à d'autres espaces, l'espace de l'école est un espace qui peut être compliqué pour certains jeunes qui vont se retrouver en situation d'échec, alors que quand ils sont à la maison et qu'ils jouent aux jeux vidéo, ils vont se sentir forts, ils vont se sentir bons. C'est sûr qu'ils ont plus envie de se retrouver dans cet espace-là, quoi. Alors, moi, j'ai un fils de 12 ans qui aime les jeux. Je lui ai aussi acheté, aller sur YouTube, tout ça, il le fait. À quel moment on parle d'addiction? À quel moment, en tant que maman, je dois m'inquiéter? Alors c'est intéressant parce qu'il y a un premier critère à prendre qui est celui du temps qu'on va passer à faire quelque chose. Aujourd'hui, on sait que un temps plus ou moins acceptable ou normal de jeu, c'est un temps qui serait en dessous des 15 heures par semaine. Entre 15 et 30 heures par semaine, on commence à avoir une activité de jeu qui commence à être débordante, qui prend beaucoup de place dans la vie, et puis il faut commencer effectivement déjà à s'inquiéter du temps qu'on passe. Mais ce qui fait l'addiction, c'est pas tant le temps qu'on va y passer, c'est aussi les conséquences qu'on a sur sa vie. Je pense qu'en tant que maman, là où il faut s'inquiéter, c'est quand le jeune que l'on a à la maison, il se met à passer non seulement un temps fou à jouer aux jeux vidéo, mais qu'il le fait au détriment d'autres choses. C'est-à-dire, il sort plus, il voit de moins en moins ses copains, il abandonne des loisirs, du sport, des activités qu'il avait à l'extérieur, et puis il commence à y avoir aussi des modifications de comportement. Il peut y avoir des troubles de l'humeur. Laurence Kahl en parle très bien. Elle dit aussi à certains moments que quand elle était coupée de ce jeu vidéo, peut-être pour partir faire des activités en famille, elle se sent ce qu'on peut appeler être en manque. C'est-à-dire, elle se sent nerveuse, elle se sent en colère, elle a du mal effectivement à accepter de ne pas pouvoir jouer. Donc ça, c'est des signes de manque. Ces signes de manque sont effectivement des signes d'addiction. Et puis, ce que l'on sait aussi, c'est que plus on va être accro à ces jeux-là, plus il va y avoir effectivement des modifications. Au niveau biologique notamment, parce que les jeunes qui passent énormément de temps sur ces jeux vidéo sont aussi des jeunes qui parfois jouent tard le soir et qui commencent à avoir des troubles du sommeil, parce que jouer le soir avant de s'endormir, c'est aussi se mettre dans un état d'excitation qui n'est pas propice à trouver facilement le sommeil. Donc ils vont avoir du mal à s'endormir, mais ils vont aussi des fois avoir des réveils très 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 matinaux pour rapidement se retrouver sur la console de jeu. C'est aussi des perturbations au niveau alimentaire, puisque au final, comme Laurence Kahl le dit, certains jeunes vont passer leur journée, les week-ends notamment, sur le jeu. Les parents vont les appeler 1 fois, 2 fois pour venir manger, 3 fois, et au final, le repas va se faire de manière très très rapide, bâclé, je dirais, pour pouvoir rapidement retourner sur le jeu vidéo quand il se fait, parce qu'il y a certains jeunes qui, même au final, ne vont pas manger à table, et certains parents qui finissent par accepter ça ou par tolérer ça. Et c'est des jeunes qui, comme ils ont quand même un besoin d'alimentation, vont grignoter toute la journée. Mais c'est la récurrence, en fait, à chaque fois, si on l'appelle à table, il ne vient pas. C'est ça qui fait qu'on doit s'inquiéter? Alors, ce qui fait qu'on doit s'inquiéter, c'est effectivement quand il y a un ensemble d'activités quotidiennes, d'activités de loisirs et de centres d'intérêt qui sont abandonnés au détriment du jeu. Donc, à partir du moment, effectivement, où le jeu commence à prendre toute la place dans la vie et commence à engendrer des perturbations qui peuvent aller très loin. On a certains jeunes qui se retrouvent aujourd'hui quasiment déscolarisés parce qu'ils sont extrêmement fatigués le matin quand ils vont se lever, donc ils ont perdu la motivation d'aller à l'école, ils n'ont plus envie d'y aller et ils n'y vont plus. Moi, j'ai des jeunes en suivi aujourd'hui qui cumulent une centaine de demi-journées d'absence pendant l'année scolaire et qui s'expliquent par le fait, effectivement, qu'ils sont accros aux jeux vidéo et qui préfèrent se retrouver à la maison à jouer aux jeux plutôt qu'à l'extérieur, à l'école, dans un système dans lequel ils ne se sentent pas forcément, comme je le disais tout à l'heure, adaptés, quoi. Et du coup, moi, en tant que parent, parce que qu'est-ce que je dois faire? Parce que les écrans, c'est omniprésent aussi, c'est autant à la maison qu'à l'école. Alors, je pense qu'il y a
il y a certains aspects de réglementation qui sont importants pour les parents de mettre en place. Déjà, il faut savoir que chaque jeu vidéo, aujourd'hui, sur les boîtes de jeux, vous allez trouver des petites vignettes qui correspondent à une norme qui s'appelle la norme PEGI. Ces petites vignettes, elles donnent un âge, elles déterminent un âge en fait auquel le contenu du jeu peut être adapté. Par exemple, on a des jeux qui ont des contenus violents, on a des jeux qui peuvent contenir des scènes de nudité, on a des jeux qui peuvent faire référence à de la drogue ou à des jeux de guerre. Ces jeux-là, vous vous doutez bien que quand on a un enfant de 10 ans ou quand on a un enfant de 12 ans, ils ne sont pas forcément adaptés. Donc aujourd'hui, sur les boîtes des jeux vidéo, vous allez trouver une petite vignette qui est un indicateur de l'âge auquel le jeune peut jouer à ce jeu-là en fonction du contenu qu'il a. Donc je pense qu'en tant que parent, déjà, c'est important de faire attention à quel jeu sont accessibles et peuvent être accessibles à mon enfant. Ensuite, en termes de réglementation, il y a beaucoup de choses à faire. On l'a dit tout à l'heure, jouer avant d'aller se coucher, c'est prendre le risque effectivement de générer chez son enfant des troubles du sommeil et donc une fatigabilité importante. De même, il faut peut-être éviter aussi que les enfants puissent jouer le matin dès qu'ils se lèvent parce que c'est une façon de se mettre en difficulté aussi par rapport aux activités quotidiennes, aller à l'école et autres. Mais le mieux, c'est quoi? De mettre des heures? Peut-être là, elle a 2 heures par jour que le week-end, peut-être les vacances scolaires aussi, c'est ça? Oui, il faut imposer Oui, ce qui est important, c'est effectivement d'imposer des règles. Alors ça peut être des règles en termes d'horaire, comme vous le dites, pour essayer d'éviter d'avoir une activité de jeu qui soit trop débordante, qui serait de l'ordre de 20 à 30 heures par semaine. Donc essayer de limiter effectivement le temps d'exposition aux écrans, mais aussi des règles en termes de moments, c'est-à-dire on ne joue pas le matin, on ne joue pas le soir avant d'aller se coucher, et puis peut-être aussi de la part des parents, peut-être de mettre en place des règles à l'intérieur de la maison pour que la console ou l'ordinateur soit dans le salon, pour effectivement toujours pouvoir avoir à l'œil et avoir un certain contrôle sur ces choses-là, éviter que l'enfant il soit dans sa chambre seul avec sa console et qu'il puisse l'allumer à tout moment de la nuit une fois que les parents sont allés se coucher. Donc il y a un ensemble de règles à mettre en place de la part des parents. C'est le côté effectivement cadrant. Mais il y a aussi autre chose. Il faut se dire que ces jeunes-là, c'est des jeunes qui ont besoin aussi de socialisation. C'est des jeunes qui ont besoin d'aller à l'extérieur, qui ont besoin de se défouler, qui ont besoin de loisirs. Et puis, ces choses-là, elles reposent à la maison aussi sur l'implication des parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que parents, on a aussi la responsabilité de stimuler nos enfants, de leur proposer des choses le week-end pour les amener faire des activités à l'extérieur, pour les encourager à pouvoir aussi se détacher de ça. Parce que sinon, effectivement, un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui facilement va aller chercher à la maison quelque chose qui va lui permettre de se sentir bien, de se sentir excité, de retrouver des sensations, puisqu'ils sont à la recherche de sensations, comme tout le monde, et qui du coup va facilement se retrouver à allumer sa console de jeu. Alors j'ai une autre question parce que ça je l'ai vu faire et je le fais aussi avec les tout petits. Des fois on est en réunion de famille ou ce genre de choses et pour calmer les petits on donne le téléphone, le mobilier sous la tablette pour qu'ils regardent un dessin animé ou quelque chose. Est-ce qu'on est déjà en train de le... C'est peut-être pas une meilleure manière de calmer l'enfant? Alors c'est une question critique. Non, c'est probablement pas la bonne manière de calmer l'enfant. D'abord parce qu'effectivement, vous étiez en train de le dire, plus on va exposer un enfant tôt à ces choses-là, plus ça augmente le risque que ça devienne quelque chose de problématique. En plus de ça, un enfant de moins de 3 ans, il est en plein développement et il a besoin d'acquérir un certain nombre de compétences qui vont lui permettre de grandir. Alors, il a besoin de développer sa motricité, il a besoin de développer ses facultés attentionnelles, il a besoin de développer sa relation aux autres, au monde extérieur, et introduire très tôt chez ces enfants-là des stimulations avec des écrans, c'est aussi mettre en difficulté l'acquisition de ces compétences et des apprentissages qui reposent sur ces compétences. À partir de quel âge Alors aujourd'hui, on sait clairement que l'introduction trop tôt de ces écrans-là, ça va engendrer des problèmes d'apprentissage. Des jeunes qui vont avoir du mal à apprendre la lecture, l'écriture, qui vont avoir des troubles attentionnels, qui risquent de développer des hyperactivités, et donc des jeunes qui vont être en difficulté à l'école. Donc clairement, aujourd'hui, il serait préconisé déjà de ne pas du tout introduire d'écran et de jeux de console avant l'âge de 6 ans.
En tout cas, si on les utilise, ça serait de les utiliser à partir de 4-5 ans avec parcimonie sur des choses de l'ordre de l'apprentissage, des jeux ludiques, des jeux d'apprentissage, avec le contrôle des parents et sur un temps d'exposition très bref. À partir de 6 ans aujourd'hui, effectivement, on peut permettre l'accès à la console de jeu, donc pas de console de jeu avant de 6 ans, mais là aussi dans un usage très encadré et très limité. Est-ce qu'on en guérit de l'addiction des écrans? Pardon ? Est-ce qu'on en guérit? Est-ce qu'on en guérit ? Bien sûr, bien sûr. On guérit de toutes les addictions. On peut guérir de toutes les addictions. Le point de départ, c'est déjà avant tout d'avoir conscience aujourd'hui d'être dans un comportement dont on a perdu le contrôle. Donc le but, c'est d'amener effectivement ces jeunes, et déjà leur entourage aussi, à se rendre compte qu'aujourd'hui, on est dans une façon de jouer qui est devenue problématique et qui engendre un certain nombre de conséquences sur la vie. On l'a dit, la déscolarisation, des problèmes qui peuvent devenir des problèmes de santé. Un jeune qui se nourrit très très mal et qui n'a plus d'activité physique parce qu'il ne sort pas à l'extérieur, c'est un jeune aussi qui peut développer des maladies comme l'obésité et des problèmes de santé importants, quoi. Donc on en guérit, il faut en prendre conscience. Et puis, il faut que l'environnement familial de l'enfant l'aide aussi à effectivement avoir un mode de vie qui lui permette justement de se détacher un petit peu de ce jeu vidéo et pour en garder le contrôle. L'idée, c'est pas de plus jouer du tout. Le jeu, c'est bien. Les enfants ont besoin de jouer de manière générale. Donc l'idée, c'est pas de plus jouer du tout, mais c'est de pouvoir avoir une activité de jeu qui ne soit pas un problème. C'est-à-dire qu'il soit uniquement un loisir, qui prenne un certain temps, mais qui n'empêche pas de se nourrir, de faire ses devoirs ou de faire autre chose, et qui n'empêche pas l'accès à d'autres loisirs, parce que ces enfants, ils ont besoin aussi de stimulation dans le monde réel, et pas uniquement dans ce monde virtuel. Ce qui m'amène à ma dernière question. Comment ça se passe pour la prise en charge avec des clics, notamment c'est gratuit? Alors, On peut venir à n'importe quel moment. C'est un service dans lequel on accueille des jeunes de moins de 25 ans qui ont des problématiques de conduite addictive. Donc, en l'occurrence, effectivement, ici, pour le jeu, c'est un service qui est gratuit. Donc, les jeunes peuvent être accompagnés par leur famille ou par un adulte autour, référent. On peut faire la démarche eux-mêmes de venir s'ils se questionnent par rapport à ce comportement de jeu. Donc, c'est gratuit, c'est confidentiel. Ça veut dire qu'on reçoit ces jeunes en entretien. On les aide à essayer de regarder objectivement où est-ce qu'ils en sont dans ces comportements et à en mesurer l'impact sur leur vie. Et ensuite, on les accompagne s'ils le souhaitent, puisque on ne travaille forcément qu'à partir du postulat que le jeune qui est là devant nous, il a envie d'y changer quelque chose. Et donc, on l'accompagne s'il le souhaite à pouvoir mettre en place les règles, les stratégies pour pouvoir reprendre le contrôle de ce comportement de jeu et que ça puisse devenir quelque chose de purement récréatif, sans aucune conséquence néfaste sur sa vie au jour d'aujourd'hui. Et pour demain, puisque l'idée c'est de reprendre le contrôle aujourd'hui pour demain aussi. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Emmanuel Rivet, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Et...